C'est un anglicisme et c'est un néologisme en français. Parce qu'à l'époque, quand je n'étais pas hors jeu, quand je travaillais à l'époque avec l'équipe de médecine légale, bon, quand même, eh bien, à l'époque, on n'employait jamais le mot addiction, ou très peu. Il est dans le précis des toxicomanies, vous le trouverez une fois cité, et on est en 83. Il s'est répandu dans les années 90-2000, surtout 2000, et vous l'avez dit, il repose sur une notion qui a quand même son histoire. Le mot addictus, c'est l'esclave pour dette. Dans le dictionnaire Gaffio, mais aussi dans les autres dictionnaires, ça fait Quichera ou autre. Autrement dit, en latin, du temps des Romains, c'était l'esclave. Très intéressant parce qu'il est esclave pour dette, mais après, on va dire ad dicere, puisque l'étymologie est très intéressante, la racine, ça veut dire dire à, voué à. Et il est voué ici par son corps à rendre service, bien sûr, à son propriétaire. Mais on l'a vu dans le bas Moyen-Âge, ça a continué, puisqu'en fait, il est devenu un anglicisme, il faut le dire. Les Anglais l'ont adopté seulement au XIVe siècle, hein, quand la langue anglaise devient évidemment la langue officielle de l'Angleterre. Mais tout ça pour dire qu'il n'y aurait pas eu la psychopathologie qui s'en empare à travers Freud et Ferenczi, le petit travail de Ferenczi sur les addictions des années 30, c'est déjà une reprise intéressante du mot anglais, mais il n'était absolument pas répandu. Il a fallu la pensée post-68 heures pour la vulgariser. Les addictions, pour rester plus simple, et c'est vrai que ça n'enlève rien à l'étymologie, et ça y renvoie, c'est quand même décrit en termes, dans la pensée actuelle, surtout dans l'école anglo-saxonne, comme un comportement, c'est-à-dire c'est un trouble du comportement au sens que on a tous des comportements au quotidien, on va prendre le plus simple, des comportements au quotidien sur lesquels on exerce un certain contrôle. Ces comportements sont répétitifs, là aussi la notion de répétition, on répète des comportements, et certains de ces comportements qu'on est obligé de répéter ou qu'on va répéter tout au long de notre vie, à un moment ou à un autre, ils échappent au contrôle. Et c'est à ce moment qu'on va parler d'addiction, c'est-à-dire que certains comportements que je répète dans ma journée ou dans ma vie, ils échappent complètement au contrôle, ils s'imposent à moi, et c'est là qu'on va parler d'addiction, quand je ne peux plus contrôler ces comportements. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les addictions avec produit ou les addictions sans produit ? Eh bien, c'est la différence entre deux grands comportements. Il y a le comportement de prendre, effectivement, de consommer un produit. Un produit, on en reparlera, qui peut être psychotrope, mais on va consommer un produit et c'est un comportement de consommation du produit. Mais ça peut être aussi un comportement sans produit, au sens que, effectivement, on va répéter ou être victime de la répétition sans contrôle de comportements aussi répandus que manger. Et c'est le problème de la boulimie, mais on en parlera tout à l'heure aussi. Ça peut être des comportements sexuels, ça peut être des comportements de jeu. Et à ce moment, si je répète ces comportements sans pouvoir les contrôler, on va dire que je suis addict parce que je vais souffrir de cette répétition alors que j'aimerais bien les contrôler mais que je n'y arrive plus. François Lang, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, la pyromanie, la kleptomanie, est-ce que tout ça, ce sont des addictions ? Pas tout à fait. À mon avis, non. Surtout pour les TOC. Parce que dans l'addiction, je rajouterais un peu de sel. Il y a du plaisir. Dans l'addiction, il y a du plaisir. Il y a peut-être aussi une certaine impulsivité qu'il n'y a pas forcément dans les TOC, dans toutes les formes de TOC. On sait plus de choses qu'il y a, plus qu'hier et moins que demain. Donc, au niveau neurobiologique, il y a eu des découvertes fondamentales sur les 15 dernières années avec le fameux circuit de récompense dont beaucoup de gens ont entendu parler, qui a été appelé la voie finale commune des addictions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même
avec les progrès des PET scans, enfin des appareils très sophistiqués qui nous permettent maintenant, on voit ça maintenant même dans les publications de vulgarisation, où on voit des zones du cerveau briller en fonction de ce qu'on fait. Hein. On voit les neurones en train de travailler, j'ai l'habitude de dire. On voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui est chaque fois, on va dire, déréglé, un système qui est complètement emballé, qu'on appelle la voie finale commune, circuit de récompense, circuit qui sert probablement à tous les êtres humains à apprendre à faire les apprentissages fondamentaux des premiers mois de la vie, notamment apprendre à manger, et qui se mettent en sommeil chez l'adulte normal, et puis qui vont se réveiller chez certains adolescents et adultes, et qui vont en quelque sorte emballer le cerveau dans cette répétition infernale, parce qu'il y a un circuit dont le neuromédiateur est la dopamine qui va s'emballer. Mais c'est vrai que ce modèle qui est déjà complexe et qui est très difficile à expliquer dans une conférence comme aujourd'hui est en train d'être complètement remanié, revisité régulièrement, avec des choses encore plus complexes qui se définissent de plus en plus, sur la recodification, sur les nouvelles liaisons membranaires, synaptiques, qui peuvent se faire dans certains noyaux gris, dans certains noyaux cérébraux. C'est éminemment compliqué. Il y a énormément de recherches qui sont faites. Et je tiens à dire, je pense qu'effectivement, on est dans une recherche passionnante, parce qu'il y a aussi des pistes maintenant médicamenteuses qui vont quand même finir par arriver, je pense, un jour. Jean-Pierre Coutron, est-ce qu'il existe des différences entre les hommes et les femmes dans le domaine des addictions ? Alors, la réponse recoupe une partie des choses qui viennent d'être dites. C'est-à-dire que, bien évidemment, il existe des différences, et on va les placer sur les deux registres. Le registre de la physiologie, de la biologie. Hein. Bêtement, le liquide corporel fait que, on va dire 3 verres pour un homme, 2 verres pour une femme. Hein. Les seuils ne sont pas les mêmes. Au niveau hormonaux, on va comme ça avoir un certain nombre de choses, et comme on est juste là pour vous donner les grandes portes d'entrée, je ne les détaillerai pas plus. Mais côté biologique, physiologique. Puis de l'autre côté, on a ces aspects culturels, ces aspects sociologiques, la notion de genre. Hein. Être une femme et être un homme, dans certains quartiers, c'est pas du tout la même chose. Une jeune fille, dans certaines de nos banlieues, n'a pas la même possibilité de circuler. Et donc, elle va être dans une double dépendance. Hein. Dépendance à l'homme, au garçon, et dépendance au garçon comme celui qui va lui apporter le produit. Une femme alcoolique n'est pas regardée de la même façon qu'un homme qui boit. Hein. On va beaucoup plus dire rapidement d'une femme qu'elle est alcoolique, et on va être un peu plus tolérant avec un homme qui boit. Donc on a comme ça ce double registre, le registre de la physiologie, le registre de l'identité de genre, qui vont s'entrecroiser, se compenser, se renforcer. Si on prend un petit peu de distance dans le temps, on sait que c'est le propre de l'homme. À la limite, c'est notre destin. C'est vrai que le désir est en nous. Il organise d'ailleurs dans l'urgence et la pression ce triangle des Bermudes qui est constitué par le besoin, le plaisir et le désir. Et c'est le désir qui met l'ordonnancement entre les termes. On sait que c'est un problème récurrent. Et bien sûr, peu importe le produit pourvu qu'on ait l'ivresse, c'est-à-dire que ce soit chez les Sumériens, que nous soyons dans des boissons fermentées, que nous nous retrouvions avec tel ou tel produit, autrefois la mescaline et le peyote, que ce soit chez les Indiens huichols, la distance dans l'espace, la distance dans le temps. Regardez les Guaranis, quand les jésuites ont voulu au Paraguay, il fallait quand même caler un petit peu cette propension. On a peut-être évité l'alcoolisme des Guaranis, mais vous avez vu, aujourd'hui, ceux qui reviennent d'Argentine le savent, le maté, le thé des jésuites, le maté a remplacé. Alors, une société sans addiction et sans... Non, ça n'existe pas. C'est universel. Ça, là, il ne faut pas se leurrer. On prendrait des exemples dans le monde entier. Il y a quelquefois même des addictions. C'est pour ça que je dis une addiction chasse l'autre. Imaginez quand on a eu le problème de l'opium en Chine, puisque la guerre de l'opium, c'est quand même pas l'opium des Chinois, c'était bien l'opium des Occidentaux.
c'est tout un des grands débats qu'on a actuellement. Et en écoutant, je crois que c'était Christian Digonnet, faire rappel à la notion de contrôle, je me disais que une façon qu'on peut avoir de poser le problème, c'est l'addiction, c'est la perte du contrôle. Et une autre façon qu'on peut avoir de poser le problème, c'est est-ce qu'on continue de fabriquer cet individu contrôlé, maître de lui, ou est-ce que certains n'ont pas perdu le contrôle d'eux-mêmes avant même de rencontrer les produits addictifs? Et un des débats qu'on peut avoir actuellement, c'est, alors je pousse à l'extrême volontairement, hein, mais c'est le débat qu'on a sur notre société quand on dit on est dans une société fondamentalement addictive, on est dans une société qui démultiplie les conditions pour avoir de l'addiction. Alors, je vais aller très vite, hein, mais tout un tas de cadres sociaux ont été effacés, ont été éliminés, des cadres. On avait la notion d'appartenir à quelque chose, on avait la notion d'une chronologie de transmission, ce sont des notions qui sont mises à mal dans notre anthropologie contemporaine. Et à l'inverse, on est dans une société qui, au même moment où elle efface les cadres, surmultiplie les sollicitations. On est dans une société qui va valoriser le sensoriel, valoriser la sensation forte, valoriser l'érotisation d'un certain nombre de situations. Et donc, quand on regarde l'effacement du cadre et la surstimulation qui est proposée, on peut se dire qu'il y a toujours eu des addictions, mais il y a toujours eu aussi des sociétés ou des contextes plus ou moins addictogènes, et qu'on est probablement dans un contexte les plus addictogènes qui nous a été donné, surtout si on rajoute l'invention des nouvelles technologies, la communication, qui ont comme point commun d'effacer la notion de temps. Tout est possible à tout moment. On peut acheter même à minuit dans sa chambre et d'être dans une possibilité de stimulation permanente. On peut recevoir en permanence des messages. Et je rajouterai un dernier point pour compléter ce tableau un peu hétéroclite. Je m'en excuse, mais il était fait référence aussi à la notion de plaisir. Je crois qu'une des plus belles études sur la prévention des addictions, c'est une étude reprise, je crois, par Claude Le Pen, qui a montré qu'il y avait une sous-religion, une sous-partie de la religion protestante, quelque part dans les pays du Nord, de la Hollande, ainsi de suite, et où il y avait très peu de comportements addictifs, pratiquement pas. Alors c'était un résultat extraordinaire, c'était une religion qui bannissait le plaisir. On n'enseigne pas le plaisir dans cette sous-culture, sauf qu'il y avait beaucoup de suicides. Il y avait énormément de suicides. Bah oui, et donc ce qui était gagné d'un côté, entre guillemets, on s'était dit, ça y est, on a trouvé la formule magique, était perdu de l'autre côté, parce qu'en termes de santé globale, finalement, le score était nul, puisqu'on avait beaucoup de suicides et beaucoup de problèmes de santé. Vu ce qui vient d'être dit, je vais peut-être commencer par la vulnérabilité psychologique. C'est vrai qu'un certain nombre de patients psychiatriques qui peuvent être déprimés, anxieux, vont essayer de se soigner eux-mêmes. Et c'est une porte d'entrée dans l'addiction. L'addiction comme moyen de soin. Voilà, c'est une porte d'entrée. Comment devient-on addict? Il y a aussi les populations vulnérables. Alors je vais revenir un petit peu sur la génétique, parce que je pense que c'est intéressant de comprendre actuellement où on en est en génétique. Il n'y a pas seulement un gène qui fait qu'on devient addictif. Il y a une quarantaine de gènes connus. Et la transmission, elle est d'à peu près 40%. Si on est porteur du gène. Mais ce qui faut beaucoup plus, ce qui est plus important à comprendre, c'est que l'environnement intervient avec le gène. Si on prend l'exemple d'un exemple expérimental d'un petit singe, selon qu'il est porteur ou non d'un gène de vulnérabilité, qu'on sépare de sa mère, on peut se rendre compte que si le petit animal est fragile, eh bien, il va se mettre à être addictif à l'alcool. Ça a été prouvé. Ah bon? Et raison de plus pour que l'homme fragile devienne aussi, lui, addictif à l'alcool. Donc, je pense que les circonstances de la vie font qu'on peut devenir addictif à un moment où il y a une rupture, un mal-être important, quand on est porteur de cette vulnérabilité biologique. Vous voyez, ce marie, j'ai envie de dire, l'environnement et le gène pour avoir une conduite addictive, comme on peut se rendre compte que les addictions qui démarrent tôt, on l'a dit tout à l'heure,
vont générer des comportements de dépendance beaucoup plus fortes et souvent des multi-addictions. Quelqu'un qui peut avoir une addiction à un produit peut aussi avoir, si cette addiction est très forte, une addiction comportementale associée. C'est un facteur multiplicatif. Avec ces produits psychotropes, il y a le plaisir de la découverte, il y a le plaisir que produit la molécule, et les plaisirs procurés par les différentes molécules utilisées et connues depuis fort longtemps sont divers et variés. Ensuite, ce plaisir, il croise effectivement une période de vie, des facteurs de vulnérabilité comme on vient d'en parler, et ce produit psychotrope, le sujet, quelquefois, se rend pas compte qu'il ne va pas reprendre tout à fait ce produit pour se recréer le plaisir qu'il avait eu la première fois, on va dire, mais il va le prendre aussi parce que ça lui fait du bien. Je ne sais pas si vous voyez le glissement de sens, c'est que ça commence à corriger quelque chose qui était de l'ordre d'une souffrance psychique, et ce psychotrope va lui faire du bien. Et souvent, quand même, avec les addictions avec produits, on a une phase comme ça où la répétition de consommation s'accélère parce que c'est non seulement le plaisir, mais c'est aussi se soulager. Et c'est à partir de là, souvent, que dans cette répétition qui devient plus fréquente, se déclenche effectivement le cercle infernal de la dépendance, où là, on rentre dans autre chose, qui est la répétition, un peu plus pour la répétition. Il y a souvent la perte du plaisir parce que il y a ce qu'on appelle le phénomène de tolérance aux produits psychotropes. C'est-à-dire que je suis obligé d'en prendre toujours plus pour avoir le même effet. Et puis après, je ne sens même plus d'effet, mais je prends simplement mon produit pour ne pas me sentir mal. C'est le problème du manque, etc., etc. Je veux quand même dire un petit mot sur la rapidité. C'est là... après, c'est la blague de Fernand Reynaud. Hein. C'est un certain temps. Et c'est là qu'on retombe sur les facteurs de vulnérabilité, à la fois sociaux, mais aussi probablement génétiques. Nous, on a des gamins à Saint-Galmier qui arrivent, ils ont été manifestement dépendants à l'alcool 3 mois après avoir bu leur premier verre. Ah oui, donc très rapidement. Et on a des vieux briscards qui après avoir bu des caisses de pinard, arrivent à être quelquefois dépendants au moment de la retraite. Donc la médecine, ou jamais. Ou jamais. Et la médecine, c'est pas juste. Hein. C'est vraiment la biologie n'est pas juste. Ah non, la biologie n'est pas juste. Ce qu'on appelle les dommages, c'est-à-dire les conséquences, ça fait partie aussi des critères de diagnostic, si on veut parler en tant que médecin. Bon, il y a des dommages physiques qui sont liés à la toxicité des produits quand ils sont pris, parce que chaque produit peut avoir son génie propre de molécules toxiques. Hein. Le principe, c'est le prototype, on peut dire, c'est l'alcool, par exemple, qui est le foie aime pas l'alcool, notre cerveau non plus aime pas trop la molécule alcool. Ça fait pas bon ménage cette affaire-là. Il y a aussi des problèmes physiques qui sont liés au mode de prise. Hein. On peut classer là-dedans ce qu'on sait tous, c'est-à-dire fumer déclenche le cancer, etc., du poumon, etc. Donc il y a des dommages physiques qui peuvent être considérables du fait des modes de prise ou du fait de l'effet toxique ou des deux, hein, du produit. Ça, c'est pour le somatique, c'est pour le physique. Au niveau social, ça fait partie aussi de la définition des critères de diagnostic d'une addiction, c'est-à-dire quand on est addict, on ne fait plus que ça. Donc on laisse tomber tout le reste, c'est-à-dire qu'on va se ruiner pour ça, on ne va plus travailler pour ça, on ne va plus être dans ses responsabilités familiales pour ça, on va louper ses études pour ça, etc. Donc les dommages sociaux sont majeurs. Et les dommages psychologiques, alors ça, on pourrait y passer la soirée, c'est la survenue d'une relation très singulière du sujet avec son objet de toxicomanie ou de son objet d'addiction. Et ça, c'est une relation très, très intense. C'est là où on peut peut-être parler d'addiction aussi au sens psychopathologique du terme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très fort, une relation affective, un investissement affectif de ce produit qui est pris, qui est intense et qui va en quelque sorte
réaménager toute la relation que peut avoir le sujet avec le monde extérieur. Mais ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, même si c'est sûrement, moi, par exemple, ce qui me paraît le plus passionnant, parce que le plus difficile à cerner et le plus difficile à comprendre dans la prise en charge des patients addicts. Sur cette histoire de la phase de déni, on est sur le scénario qui est que celui qui consomme, ça lui fait du bien. Ça répond à quelque chose. Alors, c'est l'occasion juste de compléter. Ça lui fait du bien, il y a l'autothérapie, ça lui fait du bien, ça le rend plus performant. On a vu augmenter énormément la motivation vers la performance, c'est-à-dire que je suis plus performant dans mon travail, je suis mieux accepté, mieux toléré. On a vu beaucoup augmenter ce type d'entrée dans les addictions. Ça lui fait du bien, par exemple. On a vu chez des jeunes consommateurs de cannabis monter beaucoup la recherche d'un plaisir hédonique, moins la fuite d'une souffrance. Donc on retrouve comme ça cette espèce de quiproquo qui est que pour l'usager, ça lui fait du bien et il peut longtemps garder cette idée que ça lui fait du bien, et ensuite va se rajouter un mécanisme qui est que au moment où ça fait du mal, c'est quand même terrible de faire le constat qu'on croyait se faire du bien, on ne s'est pas fait du bien, et on se fait encore plus de mal, et on se retrouve dans une situation encore dégradée. Alors, moi, j'ai souvent, avec des noms professionnels ou même entre nous, on a besoin de se rappeler que finalement, le déni, ça protège. Ça protège de la claque qu'on est en train de se prendre, parce que non seulement ça fait plus de bien, mais ça a beaucoup fait mal. Et donc, il y a toute une réflexion qu'on pourrait déployer, mais ce n'est pas le but ici. Il y a toute une réflexion pour aider à travailler autour de ce déni. Il ne s'agit pas de le lui renvoyer en disant « tu dénies », il s'agit de comprendre que ça a une certaine utilité et du coup d'accompagner la personne, d'accompagner la famille, d'accompagner l'entourage pour que petit à petit on sorte de ce déni et on aille vers ce qui est le Graal du travail thérapeutique autour de la motivation, autour de l'usager. On suscite quelque chose qui ressemble à un début de motivation. Voilà, c'est comme ça que ça se joue. C'est pas tout d'abord du déni, d'abord c'est ça m'est utile, c'est ce qu'on appelle une solution. Et ensuite, c'est du déni parce que avoir cru miser sur une solution et retrouver avec un problème supplémentaire, c'est quand même pas une bonne nouvelle et on n'a pas envie de se la prendre trop vite en direct. La substitution a changé profondément et je pense en bien dans le sens de l'humilité de l'accompagnement, comme tu le décris très bien. La substitution, c'est un premier type de médicament en addiction, c'est-à-dire la mise au point de traitements qui, pour faire simple, encrassent certains récepteurs dans notre cerveau et qui évitent aux patients de souffrir du manque du produit. On va faire simple. Donc on a une substitution actuellement aux opiacés, méthadone, Subutex, et puis on a une substitution aussi à la nicotine avec les timbres, les patchs, etc., etc. Donc ça, c'est le premier grand type de traitement qui permet effectivement pas de résoudre un problème, mais de mettre de côté momentanément le problème d'être malade si j'arrête le produit dont j'étais profondément addict, et qui n'a de sens que s'il y a un accompagnement et une prise en charge, bien évidemment. Les deuxièmes types de traitements, c'est des traitements qu'on va qualifier plutôt de psychotropes, c'est-à-dire c'est des traitements qui vont plutôt avoir un effet au niveau du fonctionnement de certains circuits cérébraux qui sont impliqués dans plus ce qu'on ressent, type des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. etc. Et ça, ces molécules-là sont utilisées comme des molécules qui permettent effectivement de calmer momentanément les patients, notamment quand ils sont en arrêt ou quand ils sont dans des périodes difficiles, et leur éviter d'avoir recours à des produits qui justement les calmaient auparavant. Donc on les soigne avec des médicaments plutôt que qu'ils se soignent eux-mêmes avec leur ancien produit. Il y a d'autres voies qui sont beaucoup plus de l'ordre de la recherche actuellement ou des pistes, c'est-à-dire des médicaments qui auraient plus d'action sur les fameux circuits qui sont perturbés dans le mécanisme de la dépendance. Mais là, on est au tout début et encore au balbutiement. Par contre, il y a au niveau de la prise en charge des médicaments, et j'insiste sur ce qui venait d'être dit, ça a changé notre optique. Oui. On n'est plus dans des politiques, et là, par exemple, je sors d'une journée avec des pros
On a fait une journée de réflexion sur la clinique en addictologie et on a passé une journée à différencier cette attitude qu'on a pu avoir ou qu'on aurait encore tendance à avoir de vouloir amener les gens à l'abstinence, de vouloir les amener trop vite, de les brusquer. On est complètement dans l'accompagnement, de savoir où en sont les sujets qui arrivent à demander des soins, comment on les accompagne là où ils en sont, où ils peuvent faire des efforts. Et je crois que sur les dernières années, on a fait une énorme évolution dans la prise en charge, médicaments compris, vers une sorte d'humilité de l'accompagnement du patient là où il en est, ce qu'il peut faire. Et ça, je pense que ça, il faut vraiment qu'on fasse passer ce message, parce que je crois que c'est vraiment très important. Je renforce complètement ce que dit Christian, c'est-à-dire que Christian Dionnet, on ne peut pas faire grand-chose au niveau médicamenteux. C'est dire l'importance de la relation, de la compréhension, de l'explication, du travail de soutien, du travail avec l'entourage, du travail psychologique. Mais franchement, les addictions sans drogue, elles bénéficient de traitements médicamenteux que quand il y a une pathologie associée. Associée, oui, c'est ça. Mais autrement, non. Il faut voilà, il n'y a pas de miracle. Je me rappelle, on avait fait un colloque il y a quelques années à Saint-Étienne, on avait fait venir un psychiatre suisse qui avait utilisé cette métaphore de l'ornière. Il expliquait que, Daniel Ziolino, il expliquait que une addiction, finalement, il y a le terrain, ce que tu as dit au début, la génétique. Et le terrain est plus ou moins solide. Alors, il y a des terrains, très vite, ils sont creusés par le ruissellement d'eau. Il y a des terrains, ils vont mettre plus de temps. Et puis, il y a le paysage. Il y a des chemins qui sont un peu tristes. Alors, il pleut beaucoup, ça creuse très fort. Et alors, quand on est dans la pathologie addictive, on a une ornière qui est creusée sur un terrain qui est ruisselant, et on est là, nous, à essayer de mettre une barrière. Alors, on se rend compte que mettre la barrière, ça ne marche pas, parce qu'elle est régulièrement débordée, et on va petit à petit essayer de changer le côté ruisselant, de mettre un peu plus de soleil, de mettre des choses un peu plus agréables, et on va essayer petit à petit de combler l'ornière, de consolider, c'est-à-dire que pour que l'eau qui normalement coulera, parce qu'aucune vie n'est traversée sans épreuve, mais est le choix entre plusieurs chemins. Donc on va développer de nouvelles compétences, apprendre à gérer autrement un certain nombre de situations. Alors quand il faut mettre tout ça bout à bout, c'est très compliqué. Voilà. La difficulté, c'est de mettre tout ça bout à bout. Je crois que toute personne qui bosse dans la question des addictions, à ce moment où il se dit, là, il est en train d'enclencher quelque chose, il est en train d'évoluer, pourvu qu'il ne lui arrive rien qui vienne casser ce cycle vertueux dans lequel il est en train de se mettre. Et je voudrais rappeler, parce que moi j'adore ces recherches qui sont des recherches méconnues en France, c'est pour aller du côté paradoxal, il y a une équipe de chercheurs qui s'appelle Klingemann et Sobel, qui ont montré sur toute la planète, ils travaillent sur toute la planète, que quand même, la majorité des personnes qui se sortent des addictions le font sans jamais consulter quelque spécialiste que ce soit. Tout produit confondu, y compris pour les addictions gravissimes, le crack, ainsi de suite. Alors, c'est un peu plus dur pour le crack, mais c'est bon. La majorité des personnes qui arrêtent des comportements addictifs le font sans jamais consulter. Et quand on regarde comment elles le font, elles le font en bricolant petit à petit des trajets de vie qui vont permettre de reprendre la marche en avant. Je crois que c'est des études. Alors, c'est des études absolument sérieuses, largement validées et reconnues, qu'on a du mal, nous, à diffuser en France, c'est un peu dommage, mais qui apprennent beaucoup parce qu'on retrouve le mot que tu utilisais, on retrouve cette notion d'accompagnement, on retrouve cette notion de cheminement, et on retrouve ce qui fait la difficulté du travail, c'est d'agencer les choses les unes avec les autres, au bon moment, dans les bonnes situations. Voilà. C'est un peu parce qu'il y a ce double versant et parce qu'il y a cette dimension chronologique que c'est pas aussi simple que ça. Et parfois, on guérit d'autant mieux des addictions qu'on ne cherche pas à en guérir tout de suite, qu'on cherche simplement à franchir un pas, puis on se dit on verra bien le pas d'après, et qu'on est dans cette logique de l'accompagnement dont tu parlais aussi. Comme je m'occupe beaucoup de troubles de comportement alimentaire, j'ai presque envie de dire que pour les troubles de comportement alimentaire qui touchent des adolescents, des adolescentes,
principalement, au départ, Vous voyez les parents. C'est presque obligatoire, si on veut faire un travail, de voir les parents. Et c'est tellement difficile de s'en sortir que on a besoin, nous, les thérapeutes ou les soignants, de trouver des renforts extérieurs. Parce que Ah oui. on sait que le chemin dont parle Jean-Pierre Coutron, c'est un chemin difficile, très long et très difficile. Et les parents, l'entourage peuvent être des appuis, sont des appuis sur le chemin, dans le trajet. Juste sur des familles, c'est une image. On a commencé à une époque à s'occuper des addictions, et notamment des jeunes consommateurs. C'était l'époque qui fait fantasmer beaucoup l'après 68, ainsi de suite. Et alors, la famille, c'était l'ennemi. C'est-à-dire que le raisonnement d'Olivenstein, paix à son âme, et félicitations quand même pour ses travaux, mais c'était, on va créer un lieu où ils seront à l'abri, et la famille, c'était l'ennemi. Et les thérapeutes de cette époque recevaient l'adolescent ou le consommateur d'un côté, et puis mettaient à distance la famille. Aujourd'hui, la stratégie numéro 1 de travail consiste à travailler avec la famille et à travailler avec les entourages. Alors non pas pour dire qu'il y en a qui ont raison et qui ont tort, mais pour rappeler ce que disait Daniel Mandon, c'est-à-dire que si les addictions ont aussi une version culturelle, eh bien c'est normal que les stratégies s'adaptent selon les évolutions culturelles. Et l'époque que l'on vit aujourd'hui en 2010 n'est pas la même que celle des années 60 ou 70, et du coup, le travail avec la famille, le lien à la famille n'est pas le même. Donc, en permanence, il y a à tenir compte de ces relations familiales, mais ensuite, les stratégies que l'on va mettre dans l'approche va, elle, s'adapter. Et aujourd'hui, très clairement, l'ensemble des dispositifs ne se pensent pas sans recevoir les familles, sans travailler avec les familles, et les familles au sens large, l'entourage, et parfois même, on va même commencer à réfléchir aussi à des entourages professionnels, ainsi de suite, parce qu'on ne peut pas déconnecter l'addiction, le comportement d'addiction de l'univers dans lequel il se réalise. Alors, il y a des parents qui souvent se demandent comment faire pour que leurs enfants soient pris en charge. Est-ce qu'il est possible, avec la loi française, d'obliger un enfant ou un adulte ou un adolescent à se soigner? Et est-ce que ça sert à quelque chose? La réponse est claire. La seule obligation qui puisse être intéressante, c'est l'obligation de rencontre. Je crois qu'il ne faut pas être démagogique. Si on retient ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il y a dans le début du comportement addictif la sensation qu'on a trouvé une solution, si on ne met pas un peu de contrainte, il n'y aura pas d'anticipation. Ensuite, si l'obligation, c'est de guérir, là, on rentre dans un système pervers. Et la limite est parfois très proche. On voit actuellement, on entend actuellement un certain nombre de propos qui feraient obligation, parce qu'on a été interpellé, d'être guéri. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et il faut qu'on soit capable d'en dire la dangerosité supérieure, même au comportement addictif. Mais à l'inverse, ne poussons pas le bouchon trop loin de l'autre côté. S'il n'y a pas un peu de contrainte, s'il n'y a pas un peu d'obligation, il n'y aura pas cette rencontre, et cette rencontre est nécessaire. Donc je pense que comme souvent, c'est une question d'équilibre, et on essaye tous autour dans nos différentes places, de faire avancer cette notion d'équilibre. Donc il y a obligation de rencontre, ça c'est intéressant, il ne peut pas y avoir contrainte de guérison. Un suivi, moi, à mon sens, c'est absolument nécessaire, même si on vient d'entendre qu'effectivement beaucoup d'addicts s'en sortent seuls, mais à mon avis, ça aide quand même bien d'être suivi. Et le suivi, j'aime pas bien le mot, je préfère revenir à mon mot d'accompagnement. Accompagnement sûrement par quelqu'un qui est un pro, qui va servir un petit peu de chef d'orchestre dans cet accompagnement. Dans cet accompagnement-là, c'est fondamental qu'il y ait de l'entourage au sens très large du terme, ça c'est clair. Pourquoi ? Parce que quand on arrive à stopper cette répétition infernale qui est une addiction, ça fait un sacré grand trou dans la vie. Et qu'il va falloir apprendre, réapprendre, réorganiser. Et que ça, je pense que c'est très difficile d'y arriver tout seul, même si c'est le sujet qui mène
les évolutions, il va falloir qu'il apprenne à demander de l'aide, justement pour petit à petit se consolider dans son nouvel état, j'ai envie de dire, mais aussi pouvoir effectivement réinvestir des choses qu'il avait perdues ou qu'il avait quelquefois jamais connues, et que ça nécessite, à mon avis, des accompagnements, c'est-à-dire qu'il demande de l'aide à des gens qui peuvent lui amener dans tel ou tel registre l'aide dont il a besoin à tel ou tel moment. Donc moi, je vois mal se sortir d'une addiction sans ce type d'accompagnement. Avec le grand problème des addictions, c'est le principe de la SNCF, donc un train peut en cacher un autre. La rechute. C'est la rechute, mais c'est aussi que quand on voit pour nous, par exemple, sur Saint-Galmier, les patients qu'on accueille, et de plus en plus, ils ne sont pas addicts à une seule chose. Les personnes qui rechutent, elles sont dans une situation très difficile. Alors, heureusement, elles nous font de temps en temps confiance. Et où la discussion est de confiance. Et alors, elles nous disent, je vois bien, je vous déçois. Et alors moi, je ne sais pas quoi leur répondre, parce que si je leur dis non, je m'en fous complètement. Et voilà, je suis plus accompagnateur. Et oui, je suis un peu déçu, mais ce qui est important, c'est le chemin à poursuivre. Vous voyez, c'est très fréquent cette idée, cette peur des patients de nous décevoir, parce que oui, il y a un certain investissement. Et je pense qu'alors, pour l'entourage, c'est multiplié par 10, cette idée de déception, et pourtant, il faut continuer le chemin. C'est une autre utopie posée par la question des addictions, c'est celle que vous évoquiez en disant est-ce qu'on peut être sûr que quelqu'un ne consommera jamais, c'est comment je peux faire pour que mon enfant ne consomme pas. Alors vous vous doutez bien que je n'ai pas la prétention de pouvoir y répondre, mais ce que je voudrais essayer d'expliquer, c'est on a dans ce travail qui a été fait, on a petit à petit, et il s'est évoqué par Christian Digonnet, on a enrichi le dispositif et on a mis en place plusieurs outils, et je crois que la prévention, c'est la capacité qu'on a globalement à déployer ces outils différents. Alors, je vais juste essayer de le dire comme ça rapidement. D'abord, il y a un outil traditionnel qu'on connaît bien, qui est l'éducation et la promotion de la santé. C'est-à-dire que dans une société qui va de plus en plus vite, dans une société qui efface le temps, dans une société qui survalorise l'excès. Je discutais l'autre fois avec Marc Valeur, alors c'est le psychiatre qui a remplacé Olivenstein à Marmottan. Il était évoqué les conduites ordaliques. Et la conduite ordalique typique pendant des années qui expliquait l'addiction, c'était l'envie d'utiliser un produit interdit. C'était la transgression de l'interdit. Et on pouvait se dire qu'actuellement, on voit apparaître une forme un peu nouvelle d'ordalie, qui est toujours cette façon de se mettre en jugement par rapport à une épreuve. Mais ce qui est recherché, c'est pas de transgresser un interdit, c'est d'aller au bout d'une sensation extrême. Quand des adolescents vont faire du binge drinking, c'est pas chercher à consommer un truc interdit, c'est aller encore plus fort dans l'extrême. Donc toute l'éducation et la promotion de la santé consiste à, quand on est parent, à lutter contre une tendance culturelle forte, hélas, une tendance commerciale forte, qui est d'habituer de plus en plus tôt le sujet a des sensations de plus en plus fortes. Excusez-moi, mais si votre enfant, par des tas de stratégies, est habitué dès 5-6 ans à des sensations fortes, quand il va arriver à 13-14 ans, il va vouloir monter encore dans le seuil des sensations. Quand il va arriver à 16-17 ans, il va encore vouloir monter un peu. Et au bout d'un moment, quand on veut monter dans les sensations, il n'y a qu'en allant chercher des conduites de plus en plus à risque ou des produits de plus en plus forts qu'on peut y arriver. Donc il y a je dirais ce schéma traditionnel qui nous demande culturellement de résister. C'est pas simple, parce qu'on doit résister à une pression commerciale, excusez-moi de le dire comme ça, très puissante. C'est l'éducation à la santé. Le deuxième schéma, qui est un schéma encore plus difficile à faire entendre et qui est pourtant nécessaire, c'est que la plupart des questions de l'être humain se font par apprentissage autour d'une expérience vécue.
quoi qu'on fasse, quel que soit le parent le plus idéal que je voudrais être, il y a un moment où il faudra que je lâche le contrôle et que je laisse mon adolescent vivre son expérience. Et donc, qu'à ce moment-là, il soit avec un entourage qui l'aide à donner du sens à son expérience, qui l'aide à décrypter son expérience, qui l'aide à décrypter ce qu'il en a ressenti. Or, une partie des expériences que vivent nos adolescents, parfois, parce que nous montons artificiellement le niveau des interdits, se font très loin de l'adulte, très loin d'un conseil, très loin d'un entourage, très loin d'un accompagnement éducatif, et donc on est obligé de le fabriquer, je dirais un peu professionnellement. C'est ce qu'on appelle l'intervention expérientielle, c'est-à-dire qu'on va désigner des personnes qui sont un peu des médiateurs avec lesquels on peut aller partager une expérience, y compris illicite, pour en comprendre les dangers, pour en comprendre les risques, mais en situation. Ce qui ne se fait de moins en moins. Et le troisième point, alors je vais très vite, mais quand des adolescents partagent l'expérience, rien qu'entre groupes d'adolescents, ils ne cèdent pas à freiner. Au contraire, ils vont s'auto-accélérer. D'où l'intérêt de partager avec des regards extérieurs. Et le troisième point, c'est il faut du coup, puisque ces expériences, malgré nos efforts d'éducation en promotion de la santé, seront intenses, puisqu'elles seront vécues de plus en plus jeunes, puisqu'il n'y aura pas toujours autour l'intelligence expérientielle dont on a besoin, il faut prévoir un troisième mode d'entrée qui est ce qu'on appelle l'intervention précoce. C'est-à-dire qu'il faut que des professionnels baissent le seuil de rencontre. Je ne dois plus être obligé d'être addict, je ne dois plus être obligé d'être malade, ou je ne dois plus être obligé de me reconnaître comme étant malade pour pouvoir aller rencontrer certains interlocuteurs. Alors, je ne vais pas refaire le débat sur est-ce qu'il y a l'accompagnement avec les professionnels ou pas, mais parfois, c'est en étant moins professionnel qu'on va plus accompagner, tout en restant les professionnels que nous sommes. Hein, on peut nuancer ça. Sur ce qu'on appelle les addictions aux écrans, et notamment autour des jeux, hein, c'est souvent là-dessus que ça se manifeste. Moi, je voudrais vous dire, par exemple, la collègue qui travaille à Marmottan sur le service de Marc Valeur, Elisabeth Rosset, qui reçoit de façon, c'est sa spécialité, elle ne reçoit que ce type de public. Elle dit très simplement que 80% à peu près du public qu'elle reçoit ne sont pas un problème d'addiction. C'est un problème d'accompagnement éducatif face à un objet fortement addictogène. Et si on aide l'entourage et la famille à s'y retrouver un peu, on va pouvoir, dans 80%, faire sortir la personne du comportement addictogène. Et je crois, addictif. Et je crois que c'est important à voir. Alors, ensuite, il y a tout un tas de paramètres qui vont compléter. Vous savez, elle vous explique les différents types de jeux. Hein. Elle va elle va vous expliquer des banalités, qui est que si vous êtes à un jeu, ces jeux à univers permanent, qui ne s'arrêtent jamais, c'est plus compliqué d'arrêter, puisque le jeu ne s'arrête pas. Et quand vous dormez, votre avatar recule dans le classement que vous étiez de le faire avoir. Donc, vous allez vouloir le faire fonctionner en permanence. Si vous avez joué une fois à ce jeu et que vous êtes au moment où vous allez réussir une épreuve, vous allez gagner 1000 points de vie ou vous allez gagner un grade supplémentaire et que votre père, parce qu'il sort d'une conférence sur les addictions, vous dit il faut que tu t'arrêtes parce qu'on m'a dit de mettre des limites, mais vous allez péter les plombs et vous allez être en plus considéré par le psychiatre comme étant un psychopathe parce que non seulement vous n'aurez pas arrêté et vous aurez pété les plombs. Et vous allez voir le psychiatre et vous allez dire attendez, mon père il n'y connaît rien à ce jeu, il m'aurait laissé 3 minutes, j'aurais réussi l'épreuve, je serais bien allé le manger, son poulet rôti. Mais là, il m'a coupé, il m'a arraché le courant au moment où j'allais marquer les points. Donc, il y a aussi des compétences à donner aux parents pour que le travail d'accompagnement soit fait intelligemment. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'ils reculent... C'est difficile d'être parent, dites-moi. Le problème, c'est difficile. Aujourd'hui, au moment où les repères changent, parce que nous ne savons pas jouer pareil. Moi, j'ai vu des parents qui étaient traumatisés parce que leur enfant jouer avec des jeux excessivement violents. Alors, je leur redemandais de ressortir leurs vieux soldats, c'était des papas, et de me demander comment, avec leurs vieux soldats, ils tuaient des milliers de personnes. Sauf que quand ils jouaient aux petits soldats, avant de mettre 3 petits soldats debout, puis de les faire tomber, ils passaient du temps. Avec le jeu électronique, il peut en mettre 500 debout et les multiplier. En quelques secondes, il peut les écraser. J'avais un fils qui n'est pas spécialement élevé dans l'irrespect, mais quand il a commencé à jouer avec les jeux de stratégie, sa spécialité, c'était de tuer les papes. Il fabriquait des milliers de papes,
Et il tuait des milliers de papes. Et on se regardait avec ma femme en disant, y a-t-il là un symptôme de barbarie particulière à vouloir exterminer les papes? Voilà. Jusqu'au moment où on a consulté un spécialiste du jeu qui nous a dit non, avec le jeu c'est facile. Donc je ne veux pas banaliser, mais pour dire qu'il y a vraiment deux registres. Hein. Il y a d'abord à vérifier qu'on a bien éliminé ce problème de l'accompagnement. Et après, et juste 30 secondes, on va trouver des adolescents addicts. Et alors, permettez-moi une petite vignette clinique. Dans les adolescents addicts au jeu, ce qui est intéressant, c'est il y a le mécanisme du jeu, mais il y a aussi la psychopathologie individuelle. C'est-à-dire qu'il y a aussi des adolescents qui vous expliquent comment surjouer. C'est finalement comme surboire ou comme surfumer du cannabis, c'est trouver un produit, là en l'occurrence une situation produit, qui vous évite de penser, qui vous met en état d'apesanteur. Sauf que, disent certains, qui sont capables d'élaborer, sauf que là, ça ne laisse pas de traces dans le corps. C'est une espèce d'expérience de captation pure de l'attention. Vous vous faites capter l'attention, vous allez ailleurs, dans un autre univers, mais vous ne mettez pas en jeu votre corps de la même façon. Ce qui est addict, c'est l'attention, ce n'est pas le corps. Et ça, c'est assez intéressant à pointer dans l'hypermodernité de nos comportements addictifs. Les addictions étant un comportement fondamentalement quand même culturel, c'est sur ce domaine-là, je continue de le penser, qu'il faut en priorité agir. C'est sur le domaine de nos valeurs et de nos modes de vie. Et c'est là qu'il faut aller interpeller les adolescents, c'est là qu'on les protégera. François Lang, votre dernière phrase. Soigner une addiction est un long chemin qui va de la reconnaissance du risque à la lutte serrée contre la dépendance, à l'espoir forcé et malmené au cours de la rechute. Merci beaucoup. Merci. Christian Digonnet. Nous tous, entourage et professionnels, ne soyons pas passifs, mais ne les brusquons pas. Merci. Et Monsieur Mandon, Daniel Mandon. Face aux addictions, il faut renforcer et cultiver le lien social sous sa forme contractuelle, communautaire et même communionnelle. L'amour est salvateur.